Bonjour tout le monde. En fait, je voulais vous présenter, je voulais vous faire un point avec vous par rapport à l'étude Report pour que vous sachiez là où nous en sommes. Alors, c'est un essai thérapeutique multicentrique contrôlé, donc consiste à comparer deux groupes de patients. Donc là, en fait, un groupe de patients qui est affecté dans le groupe Xarelto avec une dose journalière de 15 mg par jour, et le deuxième groupe, en fait, c'est un groupe pas de traitement. Donc nous avons essayé d'avoir un placebo, mais en fait il y avait un surcoût du produit, donc on a opté donc le deuxième groupe de ne pas prendre le traitement. Alors donc il faudrait inclure 296 patients. Le patient est suivi de 24 à 48 mois et la période d'inclusion c'est de 2 ans. Alors l'intérêt de l'étude. Donc le premier intérêt, en fait, c'est évaluer l'arrêt des anticoagulants chez les patients ayant une thrombose, ni CHC, ni facteur de risque élevé de récidive thrombose, ni sans cirrhose. Et le deuxième intérêt, c'est démontrer l'efficacité de l'administration du Xarelto sur la prévention de la récidive de thrombose, quelle que soit la localisation. Pour les critères d'inclusion, en fait, c'est des patients qui ont des thromboses portales aiguës ou bien chroniques, datant plus de datant plus de datant plus de 6 mois, donc patients traités ou pas traités par des anticoagulants. Donc on a voulu allonger la durée de l'âge, donc c'est entre 18 à 90 ans, donc on attend de l'amendement, mais juste des patients de 81 ans qui sont super en forme, etc., pour qui on se posait la question. On s'est dit, une créate normale, pourquoi pas. Donc, voilà. En fait, il faut juste assurer la fonction rénale. On peut même inclure les patients VIH traités ou non, sauf par antiprotéase, on ne peut pas les inclure. Et en fait, le patient, il faut qu'il soit affilié de régime de la sécurité sociale ou bien la CMU. Pour les critères de non-inclusion, en fait, la présence d'un facteur de risque élevé de récidive de thrombose veineuse, notamment les antécédents familiaux de premier degré de thrombose non provoquée, notamment le syndrome antiphospholipide et le syndrome myeloprolifératif, on ne peut pas les inclure, en fait, ces patients-là. Et même, en fait, les antécédents personnels ou familiales de premier degré, veineuse profonde spontanée, non provoquée, en fait, et l'antécédent d'infarctus veino-mésentérique ayant conduit à une résection intestinale. Donc, en fait, ça, c'est par rapport aux les traitements qu'on peut pas... En fait, les patients qui sont sous traitement, là, on ne peut pas les inclure. Pour le déroulement de l'étude. Donc, en fait, il y a une phase screening. Donc, il faut remplir préalablement, en fait, une fiche pour déterminer le score faible à fort de récidive de thrombose. En fait, sur cette fiche, en fait, il y a tous les bilans de thrombose avec les antécédents familiaux de thrombose, avec consommation de tabac ou bien même l'extension de la veine mésentérique supérieure. Donc, il faut tout renseigner ça. En fait, on nous a demandé de staffer. C'est l'ANSM, quand l'étude s'est interrompue, vous savez, nous a demandé de staffer au préalable tous les patients. Et du coup, pour staffer ces patients, on demande des critères objectifs qu'on puisse savoir pour tous les patients. Donc, effectivement, il y a des facteurs de risque faibles, de thrombose, tabac, sexe, groupe sanguin, etc., etc. Donc, effectivement, on nous demande ces critères-là avant de pouvoir staffer le dossier du malade. Donc après, en fait, on est staffé par un comité de validation qui est composé par les hématologues et les hépatologues de Beaujon. Donc tous les patients, en fait, il faut être staffés. Ensuite, donc, et après eux, en fait, ils vont décider l'éligibilité du patient à l'étude. Ensuite, on peut convoquer le patient. Donc, il faut qu'il ait un scanner moins de 3 mois, plus une endoscopie digestive de moins d'un an. Et donc à ce moment-là, il signe le consentement, on le randomise et donc à l'inclusion, en fait, il y a un bilan à faire plus une DNATech à faire. Et à la visite à la main, en fait, donc il faut refaire un autre scanner, une DNATech. Et si les patients, en fait, ils sont dans le groupe Xarelto, il faut faire le dosage du Xarelto. Et donc après M3 et M6, donc il y a une écho plus un bilan. Et tous les 6 mois, donc le patient doit être suivi. Donc là, je vous ai ramené en fait les flow charts, donc si vous voulez avoir pour les déroulements de l'étude là.
Et je passe la parole à Orly. Alors, juste, le scanner à 1 mois, il y a un certain nombre de centres qui ont un peu tiqué. Il est vraiment important ce scanner parce qu'on a eu, nous, dans les patients qui ont récidivé, des diagnostics de thrombose asymptomatiques sur ce scanner. Et l'échographie, du coup, n'est probablement pas suffisante. C'est pour ça qu'il faut vraiment le refaire. Voilà. Je vais continuer. Donc voilà où on en est. Des inclusions. Donc évidemment, nous, on a inclus, vous vous rappelez, très vite, beaucoup d'un coup, il y a 1 an et demi. Et puis on a repris donc, les inclusions 1 an plus tard, parce qu'on a eu l'autorisation de recommencer l'étude. Et les centres de Toulouse, Caen, enfin, tous ceux où il y a des chiffres sont ouverts, mais depuis peu. Il reste donc Clermont-Ferrand qui est en attente de mise en place, Tours et Nice qui sont en attente d'amendement puisque on a demandé que ces centres soient ouverts. Lille, il y a une discussion de surcoût, donc ça on en discutera en off, mais voir comment on peut faire parce que c'est vraiment dommage que vous ne soyez pas dans l'étude. Ah bon, bah super, formidable, génial, super. Et voilà. Voilà. Donc le rythme des inclusions, on a essayé, c'est un peu compliqué avec l'arrêt de l'étude pendant 1 an là, mais vous voyez qu'on n'est pas si mal, mais que vraiment on a besoin que vous commenciez à inclure des patients parce qu'on va commencer à s'essouffler. Je vous donne d'abord les résultats d'études, puis après on discutera des modalités de l'inclusion. Donc pour l'instant, il y a 74 malades inclus, 16 n'avaient pas d'anticoagulants avant d'être randomisés, et bien sûr, il y en a beaucoup plus qui avaient des anticoagulants, 58, avant la randomisation. Donc après randomisation, c'est relativement équilibré dans chaque bras, parce que vous voyez que chez les patients sans anticoagulants, il y en a 9 sous Xarelto et 7 sans anticoagulants. Et dans le bras sous anticoagulants avant la randomisation, 29 sous Xarelto et 29 dans le bras sans traitement. Actuellement, il y a 15 patients qui sont en attente d'inclusion, qui ont été staffés à ce fameux staff qu'on fait avant d'inclure les patients. Donc il y a 5 centres pour lesquels les patients sont en attente. Et il y a des refus, et ça je voulais vous en parler. Et puis il y a aussi la problématique de l'AME. Les patients ne peuvent pas être inclus comme dans tout essai s'ils sont l'AME. Et ça, on en a quand même un certain nombre. Les enjeux, donc les résultats, c'est que dans l'étude, donc en gros on va dire il y a 35 patients dans le groupe sans traitement, 35 patients dans le groupe Xarelto. Dans le groupe Xarelto, ça se passe vraiment bien, les patients sont très contents de plus, ceux qui avaient les anticoagulants sont très contents de ne plus avoir à faire l'INR, etc. Le seul souci qu'on a eu, c'est des métrorragies sévères chez une patiente pour qui on va devoir arrêter qui va devoir sortir de l'étude, mais c'est la seule souci pour l'instant. Et dans le groupe arrêt des anticoagulants, il y a 5 thromboses. Ces patients, il y en a eu un qui a été détecté par son scanner à 1 mois, de façon systématique. Les 4 autres ont été alertés par le plus souvent des douleurs abdominales et ont été pris en charge très vite du fait du protocole, et on les a remis sous anticoagulants. Ils ont reperméabilisé ces thromboses pour tous les patients et ça s'est très bien passé. On n'a eu vraiment aucun souci et je pense que le fait d'être dans le protocole, c'est vraiment une sécurité par rapport au fait d'arrêter les anticoagulants en dehors de ce protocole. Ils savent qu'ils peuvent appeler, enfin vraiment c'est ce qu'on fait, on leur dit appelez à tout moment, on est là. L'autre jour, il y a la dernière patiente qui a thrombosé, elle est venue dans le couloir un vendredi, voilà, j'ai un peu mal à la jambe, j'ai un peu de mal à respirer, effectivement elle avait rethrombosé. C'est important ces indications de savoir que les rethromboses ont eu lieu dans le mois qui a suivi l'arrêt parce que c'est vraiment la période charnière. Et puis voilà. Les patients sont inquiets, tous. Moi j'étais extrêmement étonnée, ça fait 3 ans que je leur en parle, à chaque fois je leur dis ah, il va falloir attendre un peu, etc. Ça fait 3 ans que je leur en parle. Le jour de la randomisation, ça prend 1 heure. Ça prend...
il faut leur expliquer, leur reparler, leur dire où on en est, etc. Ce que je leur dis, c'est qu'il y a bien sûr un bénéfice collectif, mais ça, c'est pas toujours très important, mais qu'il y a un bénéfice individuel. Et vraiment, je le pense. Je le dis parce que je le pense. Je leur dis, on ne sait pas ce qu'on fait. Aujourd'hui, vous avez des anticoagulants, vous n'en avez pas. Je ne sais pas si j'ai raison, depuis 4 ans que je vous suis, de vous dire ça. Il peut y avoir un problème hémorragique comme il peut y avoir un problème de thrombose qui peut apparaître et on ne sait pas si on a raison et si notre attitude est la bonne et c'est un vrai souci. Quand vous êtes dans l'étude, vous êtes suivi par nous de façon très près, mais aussi par les radiologues qui revoient vos imageries, aussi par les biologistes qui revoient vos bilans et c'est vraiment une sécurité pour vous. Et quand je le dis, je le pense, je ne le dis pas du tout. Et voilà. Et plusieurs patients étaient extrêmement anxieux et l'association de patients a été d'une grande aide. D'abord parce que le président de l'association est dans l'étude, donc il sait de quoi il parle. Et voilà, ils vont voir, il y a des patients qui leur disent « mais oui, il faut le faire », ou je ne sais pas d'ailleurs ce qu'ils leur disent, mais en tout cas, ils les rassurent. Et ça a été un vrai réconfort pour eux. Voilà. Le staff aussi, malgré tout ce qu'on nous a imposé par la NSM, le fait de dire il y a une décision collégiale, ça a été discuté devant plusieurs équipes pour savoir si c'était dangereux pour vous ou pas de rentrer dans l'étude, et ça ne l'est pas. Donc allez-y, quoi. Enfin voilà mes arguments, je vous les donne parce que c'est pas facile.